actif est enseignant associé à l'École nationale d'administration ENA. Il est enseignant associé à l'École nationale supérieure d'enseignement technique professionnel, à l'UCAD, à la Faculté des sciences techniques, l'éducation et de la formation à la FASTEF, à l'École supérieure de management, n'est-ce pas, des projets ESMP, à l'École supérieure de commerce chez nous, à Subdeco. Il a participé à beaucoup de cadres, des cadres avancés de réflexion sur les processus RH au sein des organisations nationales et internationales. C'est un coordonnateur national du programme de soutien et de pilotage du CDSMT, qui est un programme de la Banque mondiale, un programme extrêmement important pour le redressement des RH et l'accompagnement des pilotes et des programmes de pilotage de nos économies locales. C'est le responsable des ressources humaines du ministère chargé de la fonction publique et du travail depuis longtemps. C'est un gestionnaire des carrières à la direction de la fonction publique. Donc, M. Diouf, sans tarder, nous allons donc l'installer. Et avant de passer à M. Diouf et à son installation, je vais donner la parole à nos coordonnateurs qui sont sur place, à savoir M. Cheikh Yann Samb et M. Papa Diallo, pour un mot d'ouverture avant d'installer notre spécialiste. Monsieur Papa Diallo, s'il est avec nous, Monsieur Papa Diallo ou Monsieur Cheikh Samb pour un mot d'ouverture des organisateurs. Bonjour, Monsieur Gaye. Bonjour, chers panélistes, Monsieur Diouf et Monsieur Diallo. Bonjour, chers auditeurs. Nous vous remercions de votre présence et encore une fois d'avoir porté votre confiance sur le groupe Subdeco Dakar. Depuis 3 mois, vous êtes avec nous à suivre les webinaires et à échanger avec nous. Aujourd'hui également, vous avez répondu à cet appel. Donc, cet après-midi, nous allons échanger sur la modélisation des soft skills et nous recevons nos 2 panélistes. Donc, M. Gaye, qui est notre très cher modérateur, qui est aussi un as qui est RH et du leadership, sera notre vaillant modérateur et va se charger sans aucun doute de l'organisation de ce webinaire qui sera d'une haute facture. Merci, M. Gaye. C'est à vous. Merci beaucoup, Papa Diallo. Donc, je vous présente M. Diallo. Hein, c'est un spécialiste, un coach international, surtout dans les entreprises. C'est quelqu'un qui accompagne la montée en compétences des cadres au sein des entreprises et le développement, n'est-ce pas, d'économie et de création de revenus viables et inclusifs à travers le continent. M. Diallo est le directeur actuel de l'incubateur de Subdeco. Merci beaucoup, M. Diallo. Donc, sans tarder, je vais donc laisser la parole à M. Diouf, Marie Diouf, pour son mot, n'est-ce pas, de bonjour à l'auditoire, avant que je n'engage la situation, n'est-ce pas, d'échange avec lui. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons démarrer par une question et après les réponses à ces questions-là, on peut bel et bien donner la chance à l'auditoire d'écrire leurs questions sur la page conversation que M. Diouf commencerait à pouvoir regarder en peaufinant le temps qu'on avance. Parce que nous aurons 3 questions fondamentales que nous voulons vraiment élucider ce soir avec nos spécialistes. Et après cela, je ferai un wrap-up. Et je pense qu'en 1 heure, 1 heure 15 minutes, on pourra se faire. Hein. On ne va pas prendre beaucoup plus que 1 heure, 1 heure 15 minutes pour arriver au bout de notre objectif. Donc, sans tarder, je vais demander à M. Marie Diouf, notre spécialiste,
de mettre la caméra en marche. Lui, il a droit de mettre sa caméra, une caméra en marche et de prendre, n'est-ce pas, le premier mot d'installation envers ce grand webinaire qui est organisé aujourd'hui pour le Sénégal et la sous-région. Monsieur Diouf, vous avez la parole. Alors, sans tarder, nous allons laisser la parole à monsieur Diouf pour un petit mot de présentation et nous allons casser la glace pour entrer carrément dans le vif du sujet sur le thème qui nous réunit ce soir, le temps d'attendre l'arrivée de monsieur Mamadou Diallo qui est en train de changer de plateforme pour nous rejoindre. Monsieur Diouf, vous avez la parole. Monsieur Diouf, mettez votre micro en marche. Le micro n'est pas en marche. Oui, ça ne sort pas jusqu'à présent. Je suis en train de vous suivre. La caméra est claire, hein, vous êtes bien en caméra, mais le son n'arrive pas. L'auditoire n'entend pas, votre micro ne sort pas. Oui, je vois que nous avons un petit problème technique du point de vue du côté de M. Diouf, du point de vue de la connectivité du côté de M. Diouf. Oui, nous l'avons perdu. Effectivement, docteur Anne, nous avons perdu M. Diouf. Il n'est pas online. Il est en train de revenir. Donc, c'est un problème de connectivité. M. Diouf est avec nous. Oui, M. Diouf, si la caméra est lourde, vous pouvez laisser uniquement le micro hein, pour ne pas avoir des problèmes de connexion. Si la caméra est lourde, vous pouvez tout juste rester. Oui. Monsieur Diouf, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, je pense que vous pouvez tout juste éliminer la caméra
et rester avec le micro. Ça peut être un problème entre ces deux-là, oui. Éliminer peut-être la caméra et rester avec le micro pour démarrer. Est-ce que je reçois bien le modérateur, mais il ne m'entend pas. Là, c'est bon, nous vous entendons. Monsieur Diouf, tout à l'heure, on vous avait entendu, mais là, nous venons de vous perdre. Je pense que c'est à votre tour. On ne vous reçoit plus, Monsieur Diouf. Je pense que c'est du micro. Est-ce que vous pouvez enlever le micro et essayer le micro de l'ordinateur? Monsieur Diouf, je pense que le problème, c'est au niveau de vos casques. Est-ce que vous pouvez utiliser l'ordinateur directement? Bon, le problème persiste toujours. Hein? Ok, monsieur, je vais voir, je vais tenter quelque chose. Là, on le réactive. Ben, dis donc, là, ça passe toujours pas. Hein? Le micro est désactivé. Activez votre micro, il est désactivé.
Voilà. Voilà. Nous sommes donc en train de dire simplement que Marie a un petit problème de connectivité et notre spécialiste, le second spécialiste qui était en train de changer de plateforme pour nous rejoindre est arrivé avec nous. Monsieur Diallo est là, Mamadou est là avec nous. C'est un très grand plaisir. Nous l'accueillons vraiment avec tous les honneurs. Monsieur Diallo est je vous l'avais dit, j'avais bien dit que c'est un spécialiste reconnu dans la RH depuis longtemps dans notre pays et dans la sous-région. Mais vraiment, nous tenons à le féliciter, à l'encourager et aussi à vraiment l'applaudir et à le célébrer. Pourquoi? Parce que ça fait presque maintenant une vingtaine que nous avons ce spécialiste de la RH dans le pays à travers les grandes organisations publiques et privées. Il a été le DRH de la Soboa, il a été DRH à Radisson Blu, il a été DRH à ArcelorMittal. C'est un spécialiste chevronné des questions de RH dans ce pays. Non pas seulement la formation des cadres dans le grand séminaire avec l'ANDCP, le grand séminaire intra et inter à travers les grands hôtels, à travers les grands cadres de formation de ce pays-là, mais en dehors de ça, sa présence aux côtés des plus jeunes cadres à former, des jeunes entrepreneurs, des jeunes managers à former, à préparer pour les organisations modernes en Afrique, dans la sous-région et dans le monde. Aujourd'hui, il est le responsable des RH au niveau de cette terre au Sénégal et c'est le train à express régional que nous sommes en train de célébrer actuellement. Il est le DRH et c'est quelqu'un qui vient partager avec nous sur un thème extrêmement important, un thème qui n'est pas tellement bien compris par beaucoup de spécialistes, mais un thème qui est à son heure, un thème qui est vraiment un thème global, mais un thème local, mais qu'il faut bien comprendre, qu'il faut bien cerner pour accompagner les ressources humaines, surtout les cadres et les exécutifs au sein des grandes entreprises du secteur privé et du secteur public dans le pays, dans la sous-région et dans le monde. Donc, sans tarder, je vais donner la parole pour un mot, n'est-ce pas, un premier mot en 2 minutes, 3 minutes de présentation sur sa personne, son expertise, son expérience, avant que je ne casse la glace avec lui, parce que je vais commencer ma première question par rapport à cette modération avec M. Diallo. Alors, M. Diallo, vous pouvez bel et bien allumer votre caméra comme vous le voulez, ou bien laisser la caméra et utiliser uniquement votre micro. M. Diallo, avec tous les honneurs, Subdeco vous accueille et vous avez la parole. Ok, donc merci beaucoup, Monsieur Gay, donc pour la présentation. Donc là, vous relevez la barre très haute là en termes de présentation. Je vous remercie encore une fois. Donc bon, je pense que on va y aller peut-être très rapidement à mesure où malheureusement, et on s'en excuse, donc on a perdu un peu de temps. Donc, je vais partager, moi, très rapidement ma présentation, en sachant que donc c'est toujours un honneur donc, de participer à ces webinaires, donc à côté de avec qui donc nous cheminons depuis, on va dire, un moment aujourd'hui. Et voilà, donc on en est à peu près au moins ça une quinzaine d'années de partenariat. Et comme vous le disiez, c'est toujours un plaisir pour moi donc d'essayer de partager donc les différentes expériences que j'ai eues. Si j'ai pu peut-être aujourd'hui arriver à ce niveau, c'est que d'autres personnes au début de ma carrière ont fait pareil. Et donc c'est pour ça autant que faire se peut, donc je contribuais au développement donc des jeunes donc de mon pays, au développement donc de leur parcours professionnel, de leur management, de leur style de management ou de leadership, etc. Donc voilà, c'est toujours un honneur donc de participer donc à ces webinaires. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc avec mon doyen Marie donc de
modélisation des soft skills et de leadership agile. Donc, en termes de définition, de manière assez succincte, ce que je peux dire, c'est... Allô? Allô, oui. Il y a un petit souci peut-être du côté de la connexion, un tout petit souci de votre côté. Ce qu'il faut regarder, ça devient de plus en plus clair. C'est une question de position dans la salle. C'est une question de position dans votre salle, je pense. Ok. Ça devient de plus en plus. Parfois c'est flou et parfois ça devient clair. Alors. D'accord. Vous voyez peut-être on enlève la vidéo et on reste avec le micro pour voir si c'est clair pour tout le monde. D'accord. Mais vous voyez la présentation? Non, pas encore. Nous n'avons pas eu encore la présentation. Vous avez déjà... vous n'avez pas encore déjà... Vous n'avez pas partagé encore. Il faudra peut-être partager avec nous. Oui, j'ai lancé le partage. D'accord. Alors, le temps que vous partagez avec nous votre présentation, je vais tout juste vérifier une seule chose. Est-ce que M. Diouf est avec nous ou pas? Parce que je commençais à le présenter, il avait un petit problème de connectivité. Je veux vérifier si M. Diouf est là. Est-ce que M. Diouf est avec nous? M. Diouf est avec nous? M. Diouf n'est pas avec nous. Alors, cher Tidjane, donc, il faudra donner le contrôle à M. Diallo. M. Diallo va prendre le contrôle pour mettre sa présentation. Cher Tidjane Samb, donner le contrôle à M. Mamadou Diallo. Oui, le partage. Il a le contrôle. Il va juste appuyer sur le bouton avec le carré et la flèche qui pointe vers le haut. C'est ça, le partager. Oui, tout à fait. Oui. Vous cliquez là-dessus et vous allez à parcourir. Et à parcourir, vous allez chercher votre fichier dans votre file dans lequel il se trouve et vous le projetez. Partagez et ça va sortir beaucoup de fenêtres en bas. Mais la fenêtre qui vous intéresse, c'est parcourir. Vous cliquez sur parcourir et vous entrez dans votre file. C'est pas parcourir qui s'affiche. Attendez. Devant vous, il y a 4 icônes. À votre gauche, vous aurez la caméra qui est suivie par le micro. Et en troisième, c'est le carré avec la flèche qui rentre là-dedans. C'est partager. Et quand vous faites partager, en bas, vous regardez, vous aurez parcourir quelque part. C'est écrit le mot parcourir. Vous cliquez sur parcourir et vous ouvrez le fichier. Et c'est parti. Ça fait j'ai cliqué sur parcourir, mais j'ai des fichiers Word qui s'affichent. Mais c'est pas méchant. Parce que tu as déjà tous les éléments, même si on n'arrive pas à arriver au PowerPoint tout de suite, on peut commencer à casser la glace petit à petit, le temps qu'on arrive au PowerPoint. C'est pas tellement bon. Je souhaitais vous poser une première question par rapport à ce thème extrêmement important. J'avais une question pour vous. Vous allez peut-être pouvoir développer. Oui, allez-y, en attendant que le PowerPoint arrive. Parce que j'ai beaucoup trop de fichiers. Je vais tout juste casser la glace avec vous le temps qu'on puisse installer le PowerPoint ou bien même
Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas méchant. Vous comprenez qui est Mamadou Diallo, hein? Le papa. Est-ce que M. Diouf nous a... il est arrivé? Est-ce que M. Diouf nous entend aussi? Oui, M. Diouf a des problèmes de connectivité. Mamadou? Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Donc, j'allais pouvoir casser la glace avec vous. Oui, vous avez l'élément, oui, l'élément que je vois sortir. Allô? Allô, Mamadou? Oui, oui, je vous entends. Voilà. Je voulais simplement qu'on commence à casser la glace et après on va entrer dans la projection. Je pense que ça va. Vous l'avez retrouvé. On va en projeter tout de suite là. Mais on peut casser la glace avec la première question parce que nous avons un sujet qui est très... la modélisation des soft skills. Ça s'affiche chez vous ou pas? Non, pour le moment, c'est reparti. Ça ne s'affiche pas. Oui. C'était affiché et puis c'est reparti. C'était affiché et puis c'est reparti rapidement. Oui. Mais ce n'est pas tellement grave. Hein. On peut commencer à échanger et tomber après sur notre PowerPoint. D'accord. Voilà. Okay. Excellent. Donc, ce que j'allais dire, c'est la modélisation des soft skills et le leadership agile. Il y a deux éléments importants, deux concepts extrêmement importants que nous voulons investir ce soir, du point de vue scientifique, surtout dans les processus RH. Modélisation, quand on dit modélisation, on met en lien des variables avec une variable d'entrée et des variables d'entrée et une variable de sortie. Qu'est-ce qu'on met donc dans quelque chose pour arriver à un résultat? C'est ça la modélisation. Après cela, le leadership agile, il faudrait que vous nous aidiez à mieux comprendre c'est quoi le leadership agile. Donc, dans le thème, il y a ces deux concepts-là. La première question qui nous trotte la tête, c'est de penser, quelles sont vos perspectives sur lesquelles vous vous basez pour nous analyser de ces deux concepts-là. Vous convoquez sur la table aujourd'hui quelles perspectives théoriques et vous convoquez sur la table quelles écoles de pensée pour nous analyser ces deux concepts. Ok, donc merci beaucoup, monsieur Gay. Donc, les écoles de pensée, on va dire que je vais convoquer par rapport au leadership, ce sera essentiellement deux. Mais il y a d'abord donc le leadership situationnel, donc de Ken et Blanchard, Kenneth et Blanchard, donc j'affectionne énormément parce que pour moi, donc la question de soft skills est une question situationnelle, donc c'est une question contingente, dans la mesure où il est très difficile donc de pouvoir retrouver, on le verra tout à l'heure par rapport aux éléments qui seront montrés donc au point, il est très difficile de retrouver d'une organisation à une autre les mêmes exigences en termes de soft skills. Mais dans la mesure où ces organisations n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas la même culture d'entreprise, n'ont pas les mêmes modes managériaux et de leadership, de développement des talents, d'accompagnement de leurs managers, et la spécificité de chaque organisation par rapport à ces éléments précités, donc vont nous amener donc à un style de à une typologie de soft skills spécifique. Et donc, ce qui fait que pour moi, aujourd'hui, l'élément fondamental, c'est le leadership situationnel. Maintenant, après le leadership situationnel, on est dans une situation de transformation. Et je fais exprès de séparer les deux mots, trans et formation. Pourquoi la séparation de ces deux mots? Parce qu'en fait, on sait qu'on est dans la conduite du changement. Et en général, quand on est dans la conduite du changement, avec toute la résistance qu'il y a derrière le changement, beaucoup d'individus au sein des organisations, parfois à des niveaux même insoupçonnés,
rentrent en transe dans ces situations de changement-là. Et donc, on a besoin de les former, de les modéliser pour les transformer et pour les amener vers là où on souhaite aller. Parce que les enjeux, on est obligé au sein des organisations de subir ces transformations-là. On en a déjà parlé, on vit dans un monde qui est de plus en plus vicaire. Il est volatile, il est incertain. Donc, il est ambigu, il est complexe, mais il est en même temps SMAC. Donc, il est social. On doit raffermir les liens sociaux. On le voit de plus en plus, les relations sociales à travers même au-delà des organisations, au niveau national, on parle de dialogue social. Donc, le monde est social. Donc, on est en pleine mutation, en pleine transformation dans ce monde-là. Donc, il est mobile aussi. Ces transformations-là font aujourd'hui que quand on regarde les taux de connectivité, aussi bien chez les jeunes que chez les plus âgés, mais 70% des gens se connectent à travers leur téléphone portable. Et donc, c'est un monde mobile. C'est un monde qui est en même temps agile, mais c'est un monde aussi qui est en même temps très, très complexe. Et donc, le fait d'être aujourd'hui dans un monde qui est rigide de la sorte nous amène forcément à avoir des comportements et des modes de pensée qui sont différents. Le leadership ou le modèle managérial qui s'appliquait au début des années 1900 avec le taylorisme, le fordisme, ne peut plus s'appliquer aujourd'hui. Les générations ne sont pas plus les mêmes. On est passé de la théorie X à la théorie Y et aujourd'hui Z. Donc, on a des jeunes qui ont des modes de pensée qui sont complètement différents, qui ont des attentes vis-à-vis des organisations qui sont complètement différentes. Ils ne font plus carrière comme on le faisait auparavant, où nos parents ont commencé soit dans l'administration ou dans une entreprise et ont terminé toute leur carrière là-bas. Aujourd'hui, on dit en moyenne, les jeunes restent 2 à 3 ans dans une organisation et partent vers d'autres opportunités. Donc, on a besoin de retenir ces talents-là et pour les retenir, il faut un modèle managérial complètement différent, qui est très à l'écoute, qui crée de l'engagement à travers toute la responsabilité qu'on peut transférer. Et toute cette responsabilité aujourd'hui, qui est transférable, dépend encore une fois, pour revenir par rapport à la situation, de la typologie d'individu que le leader ou le manager a à ses côtés. Donc, vous ne pouvez pas, pour quelqu'un qui a un niveau de maturité très élevé dans son poste de travail, avoir une supervision immédiate. Ce n'est pas possible. Vous allez l'inhiber. Et le fait de l'inhiber va faire que cette personne-là ne se sentira pas bien et voudra le plus tôt possible partir. Donc, les théories ont fini de dire que la plupart des gens ne quittent pas leur organisation. Ils quittent leur manager ou leur leader parce que s'ils étaient dans une organisation où le style de management était complètement différent, ils seraient peut-être restés. Et donc, ceci nous interpelle énormément dans l'appel que nous devons faire aujourd'hui à l'ensemble des personnes qui dirigent donc les organisations de changer de façon de faire pour arriver à ce que l'organisation puisse conserver le maximum possible, de temps possible, ces jeunes, ces personnes qui ont été recrutées, sur lesquelles on a investi énormément en temps pour le recrutement, en temps pour la formation et le développement, et qui malheureusement après partent servir donc d'autres organisations où les modèles managériaux ont montré, où les modèles de leadership ont montré donc qu'il faisait mieux vivre. Mais merci beaucoup Momodou pour cette première partie, pour casser la glace, pour qu'on puisse entrer maintenant au fond de la question. Nous sommes en train de vivre donc des changements dus à des conditions incertaines, des conditions volatiles, des conditions risquées. Et il ne faut plus former uniquement des RH, mais des change makers, des managers agiles, des gens qui sont prêts à porter la vision, à aller vers l'atteinte des objectifs dans la performance. Mais partant de votre expertise maintenant, c'est l'expert qui parle. Partant de votre expertise maintenant, l'expertise que vous avez et les expériences que vous avez vécues. Vous avez vécu une expertise et vous l'avez développée au sein de PME et de grandes entreprises au niveau national et international. Sobowa en fait partie. ArcelorMittal, la compagnie indienne et internationale, en fait partie. L'hôtellerie avec Radisson Blu en fait partie aujourd'hui. CETER est là. Et les banques, la CBAO, je n'ai pas cité le passage dans les grandes banques aussi. Il y a au moins plusieurs banques que vous avez fait dans le pays. Alors, si on regarde
partant de votre expertise et on regarde cette panoplie d'organisations, quels sont les types d'organisations et les formes de management au sein des organisations qui permettent, selon vous, en tant que vraiment directeur RH depuis longtemps dans les entreprises locales, dans les PME et les grandes entreprises, quelles sont les variables, quelles sont les 3 ou 4 variables extrêmement importantes qu'il faut mettre dans votre modèle pour préparer des leaders agiles au sein des organisations? Quelles sont les 4 ou 5 variables maximum qu'il faut aller repérer, partant de votre expérience et de votre expertise? Donc, les 3 ou 4 variables, moi, j'allais même dire aujourd'hui 5, parce que, en fait, les différentes expériences ont montré que la plupart des organisations qui voulaient développer des leaders avaient choisi, en termes de soft skills, on va dire, en moyenne 5. Et d'une organisation à une autre, donc avec un cycle de développement des ressources humaines qui est mis en place d'une organisation à une autre, donc on arrive avec ces 5 variables-là à pouvoir faire donc des leaders de demain. Mais si je veux rester aux 4 dont vous parlez, mais je commencerai par l'expérience Nestlé. Au niveau de Nestlé, il y avait 4 éléments fondamentaux qui ont été valorisés chez le collaborateur et qui, au-delà du collaborateur, l'ensemble des collaborateurs de l'organisation. Et c'est ça une des dimensions en fait des soft skills comparées aux hard skills. Les hard skills sont spécifiques à un individu, à un poste de travail. Les soft skills, de par leur essence, sont transversaux. Donc, on va retrouver dans une même organisation, pour une panoplie de leaders, les mêmes soft skills à avoir, quel que soit le département, le service ou la direction où ils travaillent. Donc, cette dimension transversalité est un élément fondamental en termes de différenciation entre donc, les soft skills et les hard skills. Donc, pour revenir chez Nestlé, donc, il y avait 4 variables fondamentaux qui étaient utilisées. Donc, comme je disais tout à l'heure, le leadership. Ils ont commencé par le leadership, ils l'ont mis tout à fait en haut. Donc, et pour eux, le leadership, c'est quoi? C'est d'abord montrer l'exemple. Lead by example. Et le leader doit être toujours au devant de la scène pour montrer l'exemple, montrer la bonne direction et montrer aux collaborateurs par où il faut aller. Après, maintenant, la conduite d'équipe, donc la capacité à manager, à diriger une équipe. Et non seulement on doit montrer l'exemple, non seulement on doit diriger une équipe, mais une des responsabilités fondamentales du leader, c'est de développer les autres. Si on vous a positionné à ce niveau-là, c'est que vous avez, quand on regarde un référentiel de compétences, c'est que vous êtes au niveau 4. Le niveau 4 voulant dire quoi? Non seulement vous avez une bonne maîtrise de ce que vous faites, mais vous avez la capacité de développer les autres avec ce que vous savez faire. Et c'est ce que Nestlé demandait donc à ses leaders. Après cette dimension leadership, il y avait la relation aux autres, où il était question de coopération proactive. Donc, il fallait savoir anticiper sur les besoins des autres pour coopérer avec eux et pour leur permettre d'atteindre donc leurs objectifs. Et par rapport à ça, il fallait avoir une forte capacité à convaincre. Parce que quand vous devez venir défendre des idées, quand vous devez défendre des positions, si vous n'avez pas cette capacité à communiquer, à convaincre, vous n'allez pas y arriver. La 3e dimension, c'est l'ouverture. Et pourquoi l'ouverture? Parce qu'à l'époque, Nestlé était sur une position qu'ils avaient appelée Nestlé on the move. Donc, un changement organisationnel qui devait leur permettre de passer de l'organisation traditionnelle, hiérarchico-fonctionnelle, à une organisation en réseau. Des interactions, des modèles de management complètement différents, une typologie de leader qui devait être un révélateur de talent, mais qui devait accompagner aussi son équipe. Et pour cela, donc, on lui demandait de l'ouverture. Mais pour être ouvert aux autres, il faut se connaître soi-même. Il faut être clairvoyant, il faut avoir une forte orientation service, il faut être curieux pour comprendre les autres, mais il fallait beaucoup de courage aussi. Mais il y a une distinction fondamentale à faire par rapport à ce dernier élément. Le courage n'est pas la témérité. Et enfin, la 4e dimension, c'est la valeur ajoutée qu'il fallait créer. Orientation résultat, esprit d'initiative, sens de l'innovation et de l'amélioration. Donc, c'est les 4 éléments par lesquels, donc, ou variables par lesquels Nestlé est passé donc, pour pouvoir, donc, on va dire, développer donc, ces leaders. Si on revient sur
les autres expériences, donc chez Residor, qui est plus connu sous le nom de Radisson, parce que les hôtels, aujourd'hui d'ailleurs, la marque a basculé de Residor, on va dire le nom du groupe a basculé de Residor à Radisson. Donc il y avait 5 dimensions qui étaient considérées et qui rentraient dans ce qu'ils appelaient le Residor Talent Profile. L'orientation commerciale, la capacité à résoudre des problèmes, la passion et l'intégrité, les relations actives et les résultats de qualité. Et une des spécificités qui m'ont marqué chez Radisson, c'est que quand on revient sur la talent box ou talent matrix, donc il y a 3 formes. Il y a le 6 box, il y a le 9 box et il y a le 12 box. Donc la matrice a 6 cases, la matrice a 9 cases et la matrice a 12 cases. Aujourd'hui, donc le Radisson a été la seule organisation où la matrice qui était utilisée, c'était la matrice à 12 cases, donc la 12 box, et qui demande énormément de parcimonie en termes de choix à faire par rapport aux typologies de collaborateurs et un style de leadership agile à adapter à chaque collaborateur. On vous dit quand vous êtes leader que vous pouvez retrouver dans votre équipe 12 types de collaborateurs. Mais si en tant que leader, vous n'êtes pas agile, comment vous allez arriver à gérer ces 12 types de collaborateurs? Des collaborateurs qui viennent de rentrer dans leur nouveau rôle et qui souvent, puisqu'ils sont dans un rôle qui est nouveau, ne comprennent pas encore très bien l'organisation, donc ont un niveau de performance qui est faible. Vous pouvez avoir à côté de vous des dilemmes, des énigmes, des personnes pour lesquelles c'est un challenge aujourd'hui. C'est un challenge pourquoi? Parce qu'ils ont un fort potentiel d'évolution, mais ils ont un niveau de contribution ou un niveau de performance qui est faible. Vous pouvez avoir à côté des gens qui sont efficaces parce qu'ils ont un bon niveau de performance et un bon niveau, donc un bon niveau en termes de potentiel. Vous pouvez avoir des collaborateurs qui sont déjà dans une dynamique d'évoluer. Ils ont une bonne croissance au sein de l'organisation parce qu'ils ont et la performance et le potentiel. Vous avez des collaborateurs à potentiel très élevé, avec un niveau de performance qui est moyen. Vous avez des gens avec vous qui sont des professionnels, qui connaissent leur métier du bout des doigts. À la limite, quand vous venez en tant que leader, c'est eux qui vous apprennent ce qu'ils font eux, parce qu'ils le font depuis plusieurs générations, des dizaines, des vingtaines d'années. Ils ferment les yeux en dormant, ils font ce qu'ils font, ils le maîtrisent du bout des doigts. Donc ceux-là ont un niveau de performance très élevé, mais avec un potentiel très faible. Vous en avez d'autres qui ont un niveau de performance très élevé, avec un niveau de potentiel qui est moyen. Et là, maintenant, après, il nous reste 2 typologies qui sont les leaders d'aujourd'hui et les leaders de demain. Les leaders d'aujourd'hui, ils sont déjà des collaborateurs donc à niveau de performance très élevé, à potentiel très élevé, et qui sont déjà positionnés dans le top management ou parmi donc le COMEX ou le CODIR. Et parmi ces leaders-là, on va identifier maintenant ceux qui sont en termes de performance qui dépassent largement les attentes et qui sont à un 4e niveau, voire 3e niveau parfois de potentiel. Et cela, c'est ce qu'ils appelaient les next generation leaders. Donc, les futurs leaders qui vont devenir les top exécutifs donc, de l'organisation. Et donc, quand vous êtes un leader et que vous avez en face de vous cette typologie-là, encore une fois, c'est l'agilité qui va vous permettre donc de pouvoir gérer chaque type de collaborateur et de pouvoir investir en votre temps, en votre énergie, en votre connaissance sur chacune de ces typologies pour l'amener au niveau donc, qui est souhaité. Et l'autre cas, c'était donc on va dire ArcelorMittal, où ils ont défini donc un leadership framework, donc un cadre de compétences dédié donc à chaque leader avec une possibilité, puisque ArcelorMittal, donc comme toutes les autres multinationales que j'ai citées, avait donc des business schools ou parfois mieux même des universités où ils développaient donc ces leaders-là. Et donc, quand on revient chez ArcelorMittal, les 5 variables, c'était quoi? La gestion du changement, d'abord. La prise de décision. L'orientation résultat. Vous voyez que l'orientation résultat, c'est quelque chose qui revient assez souvent. La réflexion stratégique et le travail d'équipe. Une autre dimension, une autre variable aussi qui revient assez souvent. Et donc, chez ArcelorMittal, donc, ils avaient mis en place un talent profile. Et donc, ce talent profile
était basé donc sur ces 5 piliers que j'ai cités tout à l'heure. Mais à côté de ces 5 piliers, il y a 3 types de compétences qu'il fallait développer pour permettre donc à l'organisation donc de construire une performance durable. C'était quoi? Une orientation par rapport donc, à toutes les parties prenantes au projet. Parce qu'on est dans le secteur minier. On impacte l'environnement. Donc, il faut pouvoir gérer donc l'ensemble des parties prenantes par rapport à ces projets pour arriver donc à réussir sa mission. Donc, une orientation liée donc à l'ensemble des parties prenantes. Une communication effective avec les clients internes comme avec les clients externes. Et à côté de cela, mettre en branle un processus d'apprentissage continu et de développement. Et ceci devait tourner autour de 3 principaux éléments: l'aspiration, l'engagement et la capacité. Et autour de l'aspiration, de l'engagement et de la capacité, il fallait trouver donc un dénominateur commun. Et dans ce dénominateur commun, on retrouvait l'ensemble des talents donc, de l'organisation. Et donc, ces talents devaient être positionnés dans, cette fois-ci, la 9 box, donc, où on avait 9 cases. Et sur chacune des cases, en prenant au niveau de l'axe des abscisses le potentiel de développement et au niveau de l'axe des ordonnées, la performance passée, on arrive donc à positionner les 9 collaborateurs. Et encore une fois, donc, il fallait avoir, on va dire, un leadership très agile pour pouvoir donc, gérer l'ensemble de ces collaborateurs. En sachant que quand on repasse la littérature, donc dernièrement, des travaux qui ont été faits donc, ont pu démontrer quand même qu'en termes donc, de soft skills, il y avait 10 types de soft skills qui revenaient en général dans les organisations. Le premier, c'était la résolution de problèmes complexes. On l'a dit, on vit dans une organisation VICA. De plus en plus, les leaders, les managers des organisations sont confrontés à la résolution de problèmes complexes. Le dernier, c'est le Covid qui est en cours, donc qui a bousculé tous les plans stratégiques qui avaient été élaborés au niveau des organisations. Et un ennemi que vous ne savez pas positionner ou situer et pour lequel vous n'avez pas véritablement les armes, donc ça devient complexe de pouvoir le combattre. Donc, résolution de problèmes complexes, la pensée critique, la créativité, la gestion des équipes, la coordination, l'intelligence émotionnelle, le jugement et la prise de décision, le souci du service client, orientation au résultat, la négociation et donc la souplesse cognitive. Et donc, pour arriver à une bonne gestion, on va dire, donc, de ces soft skills-là, il faut nécessairement un leader agile dans une organisation agile. Mais un leader agile dans une organisation agile, c'est quoi? C'est ne plus avoir une organisation constituée en un seul bloc, donc très hiérarchisée, où les prises de décision, on voit, sont très lentes parce qu'on a plusieurs strates. Il faut passer à des unités qui sont spécifiques et séparées. On n'est plus dans l'individualisme, mais on est dans l'esprit d'équipe, dans la coordination aussi des équipes. On devient de plus en plus social. Donc, on est orienté client, aussi bien interne qu'externe. Si nos collaborateurs en interne, qui sont nos clients, ne sont pas contents ni satisfaits, comment peuvent être satisfaits nos collaborateurs externes? Et d'ailleurs, l'image que je vois toujours, qui l'illustre plutôt, dans l'hôtellerie, c'est quoi? Ce sont les réceptionnistes. C'est la vitrine de l'organisation. Imaginez un client, je le dis souvent, qui arrive, qui a fait 10 heures ou 15 heures de vol, ou qui est venu peut-être d'Asie du Sud-Est, qui a fait 21 heures ou 22 heures de vol, avec parfois des escales de 7 heures de temps, s'il est passé par Paris, qui arrive et qui trouve à 2 heures du matin ou 3 heures du matin une réceptionniste avec un visage fermé. Et quelle image on va véhiculer? Et donc, c'est pour ça qu'il est important en interne donc, que ces clients-là puissent être satisfaits pour pouvoir permettre une satisfaction des clients en externe. On n'est plus sur des cycles longs d'analyse ou de plans stratégiques. On le sait, donc au bout de 3 ans ou 2 ans, l'environnement a complètement changé. Donc, on est sur des cycles courts. Le focus passe des exigences de l'entreprise aux attentes des salariés de l'entreprise. Et pour ça, je fais référence aux travaux qui ont été récemment développés par Simon Sinek
Donc, il faut, si vous ne l'avez pas encore écouté, écoutez sur ces derniers développements sur le leadership. C'est aujourd'hui une des personnes les plus écoutées en termes de développement sur le leadership et qui a écrit un livre où il dit les salariés mangent d'abord avant que les managers ne mangent. Et c'est comme ça qu'il a illustré son livre. Il a sorti récemment 3 livres qui sont très, très, très intéressants et pour lesquels j'invite donc l'assistante donc, à aller revisiter et à lire après avoir suivi ces vidéos qui sont disponibles donc, dans les réseaux sociaux. Donc, on passe du quantitatif à des modèles d'organisation fermée à beaucoup plus de qualitatif et beaucoup plus d'ouverture. Ouverture sur l'extérieur, ouverture sur ses collaborateurs, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus dans nos organisations des KPIs. On continuera d'avoir dans nos organisations des KPIs, mais il ne faut pas qu'on soit seulement orienté management. On doit être ouvert vers le leadership. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos organisations, et je peux citer donc la Sonatel qui l'a compris très tôt, qui a ouvert ses actions à une partie du salarié, l'actionnariat salarié, qui a contribué à développer donc non seulement un sentiment d'appartenance, mais à développer même l'organisation, parce que quel que soit le montant, en général, ça tourne autour de 5% des actions, même si je sais que j'ai 1% des actions, mais je me dis, plus je travaille, plus je contribue à développer ces 1%-là, et ça crée davantage d'engagement pour moi. Donc l'organisation est partagée avec les salariés, avec les équipes qui, à chaque fois qu'il y a de la valeur ajoutée qui a créée, on pense à rétribuer en retour ces collaborateurs-là de sorte à continuer donc à garder leur niveau d'engagement. Donc, on devient en tant que leader un berger qui doit bien prendre soin de sa troupe, entre guillemets, qui les dirige, mais qui aussi les autonomise, à tel point que même si je ne suis pas là, ils savent où aller, comment y aller, pour arriver à atteindre leur objectif. Ceux qui habitent autour des SICAP verront l'illustration. On voit tous les jours des bœufs donc, qui quittent leur lieu d'origine pour aller vers une destination et qui rentrent le soir. Et vous ne les voyez avec aucun berger parce qu'ils ont tellement été développés et autonomisés qu'ils savent tous les matins quoi faire et revenir. Si avec les animaux, entre guillemets, vous m'excusez le terme, on arrive à faire ça, mais avec les humains, on peut encore faire davantage. Mais pour y arriver, il faut quoi? Il faut stimuler leur coopération. Il faut leur montrer que leurs idées peuvent nous apporter quelque chose et les valoriser. Il faut orchestrer une coordination. Il faut développer des mécanismes de coordination, comme le disait si bien Mintzberg. Si on est dans des organisations matricielles, il faut le lubrifier. Parce que l'organisation matricielle, par essence, c'est une organisation à 2 chefs. J'ai un manager fonctionnel qui est là, mais j'ai à côté un chef de projet. Si je ne lubrifie pas, si je ne fluidifie pas les relations entre les deux, l'organisation est vouée à l'échec. Et puisqu'on est dans un monde SMAC, on est tous connectés, il faut qu'on cultive nos réseaux en tant que manager. Et c'est ça qui nous permettra donc d'arriver à rendre effectif ce leadership agile. Et pour terminer, donc, face à nos collaborateurs, la question du leader agile, c'est quoi vis-à-vis du collaborateur? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et quand le manager pose cette question à son collaborateur, ça donne la possibilité d'avoir une meilleure communication entre leader et collaborateur, qui va s'exprimer sur ses attentes vis-à-vis de sa hiérarchie. Ses souhaits même parfois peuvent être des moyens pour permettre au leader de s'améliorer. Et c'est pour ça qu'on va demander, pour terminer, au leader une forte capacité d'écoute. Je le dis souvent, si le bon Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on doit passer beaucoup plus de temps à écouter et beaucoup moins de temps à parler. Et c'est là où on s'enrichit énormément. Et on peut tirer des voies de progrès pour le leader. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mamadou. C'est vraiment brillant. Et nous profitons pour saluer l'esprit et les innovations majeures que vous avez posées sur la table ce soir. Parce que quand quelqu'un vous dit on ne peut plus parler uniquement des KPIs au niveau des organisations et des processus RH, mais qu'il faut aller à des grilles évoluées
des grilles à 12 cases ou des grilles à 9 cases et regarder non pas uniquement l'entreprise dans le cadre uniquement de l'empathie ou de l'intelligence émotionnelle du leader, mais aller plus loin, mettre là-dedans le travail d'équipe, la prise de décision, le courage, pas la témérité, le courage managérial, l'esprit d'initiative et la création de valeur. Donc, quand vous parlez dans les grandes entreprises, que ce soit Nestlé, que ce soit Arcelor ou ailleurs, nous revenons toujours sur ce qu'on appelle le talent matrix, qui est important. Et vous avez aussi challengé, non pas uniquement former des leaders d'aujourd'hui, mais des leaders de demain. The next generation leadership. C'est extrêmement important. Et là, vous êtes en train de titiller les nouvelles lectures qui sont lancées par Simon Sinek, qui est en train vraiment de révolutionner le monde avec ces nouvelles publications. C'est extrêmement intéressant. J'en parlais souvent à quelques étudiants de MBA. Il faut aller se documenter. Il y a de la nouvelle documentation dans le domaine. Alors, la gestion du changement, n'est-ce pas, l'orientation de ce leader vers la formation de ses collaborateurs. Moi, je dirais que, très simplement, je vais rejoindre là-bas avec vous dans le leadership situationnel, je vais rejoindre Ken Blanchard, le professeur Blanchard, et je dirais simplement qu'il n'est plus possible de parler de leadership en partant de soi. Dire que oui, je suis un leader. Le leader est adoubé par la foule, le leader est adoubé par ses collaborateurs. Ce sont les collaborateurs qui font le leader. Il faut que les collaborateurs sentent que vous êtes un modèle, sentent que vous êtes un courageux, sentent que vous êtes un persévérant, sentent que vous êtes un formateur, que vous avez de l'empathie, que vous êtes à côté. Donc, il ne s'agit pas d'être un general manager ou un CEO d'une compagnie pour être un leader du tout. Dans le groupe, dans l'organisation, vous pouvez trouver des gens qui sont là-dedans, mais qui arrivent à tirer un certain nombre de caractéristiques et de soft skills qui font de ces gens-là des leaders en dehors de ces general managers. Donc là, vous m'amenez donc à une question extrêmement importante parce que vous avez donc retracé les éléments en partant de Nestlé dans le secteur de l'alimentation. Vous êtes passé à Radisson Blu dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme et vous êtes descendu sur ArcelorMittal dans l'industrie lourde. Donc, des domaines différents, des compétences et des capacités différentes, mais vous avez croisé, avec ces trois, vous avez croisé et vous avez vu que l'orientation, le résultat est là, l'empathie est là, le travail d'équipe est là, la prise de décision est là. Vous avez vu qu'il y a des éléments qui se retrouvent et qui sont extrêmement importants. Alors, face aux risques maintenant, face aux changements, face à des situations volatiles, l'exemple vous l'avez donné avec le Covid-19, cette Covid-19 qu'on a vécu tous et qui a bouleversé le monde. Nous sommes dans Covid-19, nous ne sommes pas encore dans du post-Covid. Les gens sont un peu pressés. Il faut attendre, il faut qu'on attende de vivre post-Covid. Là, nous sommes dans Covid. Les Américains ne sont pas encore sortis, n'est-ce pas, de le bout du tunnel. Ni les Chinois, ni les Coréens, ni les Français, ni les Sénégalais, ni les autres Africains. Nous sommes dans Covid parce que les cas sont toujours là, les réalités sont toujours là. Certains sont en confinement, certains sont en déconfinement et certains vont repartir en reconfinement. Donc, dans des situations aussi volatiles et des changements rapides qui s'opèrent au sein des organisations, quels sont maintenant, vous, en tant qu'expert, en tant que spécialiste de ces questions, les conseils que vous donnez à tous ces responsables RH, à tous ces grands managers RH, à ces responsables RH au sein des organisations locales et internationales, quels sont les conseils que vous leur donnez pour ouvrir des perspectives dans la modélisation des soft skills pour un leadership agile au sein des organisations? Quelles sont les leçons? Qu'est-ce que vous allez tirer? On va faire du touch base maintenant. Si vous dites en 2 phrases ou en 3 phrases, voilà ce que je donne comme conseil à nos gens, tous ces gens qui sont avec nous dans l'auditoire, à tous ces chercheurs qui sont intéressés par la question, à tous ces étudiants et cadres supérieurs et cadres intermédiaires. Quels sont les conseils que vous donnez à ces gens-là pour conforter maintenant la modélisation des soft skills et conforter un leadership agile au sein des organisations? Monsieur Diallo, encore une fois, grand merci d'être là. Grand merci pour ce développement de profondeur. Aujourd'hui, nous avons été choyés
parce que nous avons eu des études de cas, et je pense que Subdeco doit profiter avec vous pour aller en profondeur sur le cas Nestlé et la RH, le cas Redison Blue et la RH, le cas ArcelorMittal et la RH, parce que ça nous ouvre des perspectives vers des secteurs d'activité qui sont différents et qui sont là dans l'économie locale et dans l'économie globale, à savoir le tourisme, à savoir l'agroalimentaire, à savoir l'industrie de l'acier et de la transformation métallurgique. Donc, Mamadou, nous allons donc vous donner une dernière fois la parole pour maintenant nous tirer des leçons. Quelles sont les leçons à apprendre? What are the learning side of all this? Qu'est-ce qu'on va tirer de tout ceci comme apprentissage pour aller alimenter nos organisations en termes de modélisation des soft skills et en termes de leadership agile? Qu'est-ce que vous en pensez, Mamadou? Donc, merci, M. Gay. Donc, je vais commencer par parler de Stéphane Covey, parce que je suis quelqu'un qui est fondamentalement marqué par cet auteur qui a écrit le livre qui s'appelle « Les 7 habitudes des leaders efficaces ». Donc, j'inviterai déjà tout le monde à lire ses écrits et autant que faire se peut, à participer, à acquérir l'ensemble des soft skills dont il a eu à parler à travers ces 7 habitudes qui sont même devenues 8, on va dire, et qui commencent par quoi? La proactivité. Donc, on ne peut pas être un leader agile si on n'est pas proactif. Parce qu'être proactif, ça veut dire quoi? Avoir la possibilité d'anticiper sur les événements. Quand les événements arrivent, on les a déjà maîtrisés, on les connaît déjà, on sait par quel chemin donc passer pour pouvoir contrecarrer l'ensemble des velléités qu'on pourrait rencontrer. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est le pouvoir de la véritable transformation. Donc, on est aujourd'hui, forcément, dans nos organisations, il nous faut revisiter les manières de fonctionner pour arriver à atteindre notre objectif. Et donc, la transformation, c'est une chose, mais la vraie transformation, c'est autre chose. Et elle passe forcément par un leadership qui est agile. La troisième dimension, c'est aujourd'hui, moi, la synthèse que je fais du DRH aujourd'hui, s'il veut être véritablement agile, il doit reposer sur 4 variables, à mon sens. La première variable, c'est qu'il doit être un jardinier. Un jardinier en quoi faisant? Aujourd'hui, on le voit, le coaching se développe de plus en plus dans nos organisations, ce n'est pas pour rien. L'évaluation dans toutes ses formes, de l'évaluation la plus simpliste qu'on pourrait appeler notation aux 360 degrés, a montré ses limites. À telle enseigne qu'à un moment, les organisations ont été obligées de laisser tomber l'évaluation pour aller vers le coaching. Et donc, ça veut dire une des méthodes de coaching, justement, les plus utilisées, les plus connues, c'est coaching to grow. C'est donc le modèle grow. Et donc, ce modèle grow-là nous ramène donc au DRH qui est jardinier, qui doit arroser ses collaborateurs à travers un investissement fort sur le développement pour les amener au niveau attendu par l'organisation. Il doit être un architecte. Il doit construire toute l'architecture RH qui va permettre de pouvoir bien positionner les salariés, de pouvoir les rendre engagés dans ce qu'ils doivent faire, de pouvoir les mobiliser, de pouvoir les motiver, de sorte à atteindre les objectifs de l'organisation. Il doit être un connecteur, il doit développer des mécanismes de coordination, il doit créer donc des team building, il doit organiser des sessions d'échange, de rencontres, de meilleures pratiques entre les collaborateurs pour arriver à créer une intelligence collective et développer l'organisation dans son ensemble. Et enfin, et malheureusement, ça c'est le travail le plus difficile pour les DRH, mais on doit le faire, il doit être un nettoyeur. Quand on a face à nous des collaborateurs qui sont pas performants, il ne faut pas hésiter à les voir parce que certaines personnes ne sont pas compétentes sur certains postes ou ne sont pas compétentes dans certaines formes d'organisation. Et donc, le DRH doit avoir cette lucidité de pouvoir dire « Ah tiens, celui-là, peut-être que si on le transposait, si on le reconvertissait à un autre métier, il serait plus performant » et de pouvoir mettre en place une machine, un mécanisme qui va le sortir de là pour le mettre ailleurs où il se sentira mieux, où il pourra se développer. Et parfois même ne pas hésiter
mais à négocier avec lui pour qu'il parte et qu'il aille faire autre chose. J'ai connu des multinationales où votre niveau de performance, il est monitoré sur 3 années successives. Si sur 3 années successives, vous êtes considéré comme étant un underperformer, mais on vient avec vous et on négocie, on vous donne un package. Tous les ans, ils votent un budget pour faire partir ceux qui ne sont pas performants. Ça fait partie, malheureusement, du travail du DRH. Donc, voilà les 3 éléments, M. Gay, donc, qui, je pense, sont peut-être en tout cas, des conseils que je pourrais donner par rapport, en tout cas, à tout ce qui est agilité à avoir au niveau donc, de nos organisations qui deviennent de plus en plus complexes. Merci. Merci beaucoup, M. Diallo. Franchement, on avait pris un petit retard en commençant notre rencontre, mais je vois qu'avec M. Diallo, nous pouvons rester toute la soirée à savourer la quintessence intellectuelle pour alimenter tout ce que nous avons en termes de processus RH, les cadres, d'accompagner les exécutifs à monter en compétence dans un leadership agile. Vraiment, M. Diallo a rectifié le tir avec nous. Nous avons demandé 1, il nous a donné 1000. Là, nous sommes vraiment une besace pleine. Et de côté, avec son développement, M. Méry Diouf nous a aussi alimenté de réflexion dans la conversation. Il dit que le leadership situationnel est caractérisé par l'accompagnement des suiveurs qui, derrière le leader, font du mimétisme parce qu'ils sont influencés par ce leader-là. Il dit que ceux qui imitent mieux sont les meilleurs. Il dit que le leadership transactionnel motive et récompense ceux qui font les meilleurs résultats. Il nous dit aussi que le leadership transformationnel mobilise, engage et récompense toute l'équipe. Les moins performants sont tirés vers le haut. Voilà une phrase extrêmement importante. Les moins performants et les gens qui sont vraiment dans une demande de formation sont tirés vers le haut. Et chacun fait des prouesses et se sent important. C'est extrêmement important cette phrase. Une solidarité agissante est instaurée. Chacun est transformé en leader. Chacun est transformé en leader. Relativement maintenant aux soft skills, M. Diouf nous dit éviter de fractionner les différents savoirs et les considérer globalement pour faire une évaluation de la situation et du travailleur. D'accord? En prenant en compte les hard skills, les soft skills et les hard skills. C'est extrêmement important le mot hard skills qui arrive ici parce que les hard skills, c'est les compétences dures liées au métier, liées au marketing, par exemple, pour le management, liées à la RH, liées à la finance. Les soft skills, c'est des compétences transversales qu'on développe chez le professeur. Et les hard skills, c'est tout ce que vous avez en tête, mais qui est en contre par rapport à ces deux-là. Tu te fâches, tu deviens fou parfois, tu dépasses parfois les limites, et ces éléments sont à prendre en considération. Elle dit, ce sont ces comportements de dépassement, ces comportements outre que les gens cherchent qui vont faire passer le leader d'aujourd'hui en leader de demain. Parce que souvent, il y a des gens, on pense que c'est des rêveurs, c'est des gens qui veulent tout faire, qui veulent tout toucher et que c'est impossible. Mais parfois, on les appelle des mad guys. Mais ces gens-là sont des gens qui ont bien compris qu'il faut aller loin, qu'il faut chercher l'étoile au niveau du ciel pour aller vers des innovations majeures. Sans tarder donc, nous allons faire un retour maintenant en remerciant M. Diallo, en remerciant M. Diouf pour les contributions. Nous allons vers un retour et revenir sur les questions, les QR qui sont posées par notre auditoire. Nous avons une première question qui est posée par M. Fassa. Il dit, une question pour M. Diallo. Un de mes professeurs nous disait que la GRH, c'est l'acquisition plus la conservation de ce développement. Que proposez-vous pour la conservation? C'est la première question avec M. Fassa. M. Anne, maintenant, Dr Anne, le directeur de l'IDL de Subdeco, l'Institut des langues, qui dit, est-ce qu'on peut envisager une évolution entre les soft skills dont on a besoin aujourd'hui et celles dont on a besoin d'ici quelques années? C'est extrêmement important. Il challenge la situation des soft skills dans la temporalité. Donc, nous avons 2 questions pour le moment.
en attendant de recevoir d'autres questions de l'auditoire. Nous avons ces 2 questions adressées à M. Diallo. M. Marie Diouf aussi peut donner sa contribution en écrit dans ces 2 questions qui sont posées. M. Diouf, vous pouvez aussi contribuer par écrit. Donc, M. Diallo, voici donc en ramasser les 2 questions qui ont été posées dans l'auditoire. Ok, merci. Donc, en attendant, je pense que dans l'auditoire, il y a M. Biram Ndaw, qui est un ancien collègue du Radisson, qui avait souhaité intervenir. Je ne sais pas s'il est toujours connecté parce qu'il n'est pas au Sénégal avec le décalage. Donc, je ne sais pas s'il est toujours connecté parce qu'il avait souhaité partager un peu son expérience par rapport à sur ces questions de leadership. Donc, s'il est toujours avec nous. M. Ndaw, il est là, il est avec nous. Il est avec nous. M. Ndaw est avec nous. Il a envoyé ces éléments? Bon, pas encore. Je pense qu'on peut lui donner la parole d'abord. On va l'introduire, on va lui donner la parole, il va se présenter, et il va faire sa contribution. Et nous allons maintenant revenir vers les questions. Monsieur Ndaw, vous avez la parole. Voilà. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Diallo. Mamadou, merci en fait, parce que j'ai reçu l'invitation très tardivement, mais ça fait toujours un plaisir de partager et de surtout atteindre un webinaire de cette dimension, parce que c'est d'une importance capitale, parce que les organisations de plus en plus, que ça soit au niveau national, au niveau international, ont besoin de leaders. Et comme tu l'as très bien dit au niveau de la modélisation, des soft skills dont on a besoin. C'est vrai que dans un premier temps, l'important, c'est de tomber ou bien d'être dans une organisation où le contexte est clairement défini. Le contexte permet autant pour moi de pouvoir en fait développer ces softs. Et comme tu l'as dit par tes expériences, on arrive dans une organisation et l'organisation en elle-même définit un contexte qui permet aux gens de pouvoir se développer. Et dans toutes ces organisations, on a différentes dimensions, comme tu l'as bien énuméré. Ces dimensions-là permettent de pouvoir se positionner et développer ces softs avant de passer à l'étape suivante, qui est l'étape de devenir en fait un leader très, très agile. Pourquoi cette agilité-là? Parce que nous avons besoin de plus en plus de s'adapter à la réalité. Aujourd'hui, on l'a vu avec ce Covid, mais c'est une situation qui est hors contrôle de tout un chacun. Mais bon, les leaders doivent s'adapter, c'est-à-dire s'adapter dans la manière de revoir le travail, dans la manière de revoir ses aspects commerciaux, dans la manière de revoir ses délivrables en termes de résultats. Donc, ça a une importance capitale. Donc, moi, je reviens un peu sur l'expérience que j'ai eue pour pouvoir expliquer en profondeur. J'ai eu la chance de travailler pour de très grandes multinationales. Bon, Radisson en fait partie, mais dans le passé, j'ai connu British American Tobacco, BAT, qui est une très grande organisation à travers le monde, où le leadership est très prononcé. Ils cherchent toujours à voir et à développer les gens pour ce leadership, parce qu'ils savent très bien que dans l'organisation, dans le monde que nous vivons, c'est à travers les leaders que les organisations vont pouvoir être des organisations gagnantes et des organisations performantes et des organisations qui pourront aussi asseoir un niveau social important. Donc voilà, en fait, moi, ce que je voulais rajouter dans cette conversation, parce que ça me paraît d'une importance capitale. Aujourd'hui, je suis à ce niveau-là parce qu'à un moment donné, dans mon expérience, j'ai toujours eu la chance d'être dans une organisation où, effectivement, il y a la structure en elle-même qui vous permet de vous développer, qui vous permet également de développer ces soft skills, un leadership dont vous avez besoin,
pour pouvoir réussir demain à atteindre des positions de senior management dans le leadership. Et une fois que vous êtes à ce niveau-là, c'est d'une importance capitale d'avoir cette agilité d'un bon leader qui permet de pouvoir en retour développer les gens, parce que ça c'est hyper important, parce que cette agilité-là, vous ne pouvez pas l'atteindre si vous n'avez pas la possibilité de développer le personnel que vous avez avec vous. Et ça veut dire quelque part qu'en vous, vous avez cette capacité à s'adapter très rapidement, parce qu'autour de vous, vous avez des collaborateurs. Et chaque collaborateur, vous devez le voir avec ses faiblesses, mais ses forces, et pouvoir se dire que ces gens-là, voilà ce qui manque, et voilà ce que je dois développer chez eux. Effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé de ce talent review avec les différentes matrices, les 12 box, les 9 box, mais en tant que leader, c'est à nous de voir que dans mon équipe, oui, il y a des canards boiteux, il y a de très bons, il y a des gens qui ont un très fort potentiel. Et tout ça, mais on doit pouvoir identifier, travailler avec les gens qui ont des faiblesses et pouvoir les développer et pouvoir les faire rentrer dans les différents, je dirais, cases de cette matrice-là, en termes de développement. Et derrière, mais une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes personnes vont pouvoir demain aussi réagir et être des leaders forts qui pourront contribuer au niveau de l'organisation et au niveau de la performance. Parce qu'il ne faut pas le perdre de vue, hein. Vous en avez parlé, et ça, pour moi, c'est d'une importance capitale, parce qu'effectivement, on reste dans une compagnie, parce qu'il y a les valeurs de la compagnie, il y a l'organisation en elle-même, mais aussi son manager, en l'occurrence son leader, est d'une importance capitale. Demain, on peut décider de quitter parce qu'on sait très bien qu'en face de nous, on n'a pas le bon leader. Donc, on préfère aller dans une autre organisation. Donc, le leadership agile est d'une importance capitale pour moi dans la performance des organisations, que ce soit d'aujourd'hui et demain. Donc voilà ce que je voulais dire et contribuer à ce webinaire et dire que voilà le parcours que j'ai eu. Enfin, j'ai travaillé pour beaucoup de multinationales en passant par l'assurance, j'ai fait l'aéronautique, j'ai fait de la consultation en organisation, BAT en tant que contrôleur financier, ensuite chez Radisson en tant que directeur financier. Et aujourd'hui, je suis un directeur financier régional avec une couverture de 25 hôtels à travers une quinzaine de pays. Et je suis basé à Dubaï. Donc, c'est pour dire qu'en fait, encore une fois, c'est important cet aspect leadership. Parce qu'on a les compétences techniques à un moment, quand on est jeune, on vient de rentrer, oui, il faut développer ses compétences techniques. Mais plus on monte dans la hiérarchie, on se rend compte que ces soft techniques sont d'une importance, ces soft skills sont d'une importance capitale. Et c'est à travers ces softs-là qu'on va devenir demain un excellent leader qui permettra de pouvoir en fait impacter et changer beaucoup de choses dans les organisations. Voilà ce que je voulais en fait dire et contribuer à ce webinaire que je trouve très excellent en termes de titre et de contenu. Et je remercie au passage Mamadou Diallo qui est un grand expert avec qui j'ai travaillé et que j'ai apprécié le travail qu'on a abattu ensemble et je reconnais et je respecte son expertise. Merci à vous. Merci à vous. Merci Biram. Merci. Merci beaucoup, M. Daouin. Merci beaucoup, Biram. C'était un grand plaisir. Bon, la malchance que nous avons, c'est que vous êtes très éloignés. Vous êtes dans le Golfe arabique de l'autre côté et c'est un peu difficile pour la connexion pour le Sénégal. Mais nous avons beaucoup apprécié un partage d'expérience de haut niveau. Vous avez sorti des case studies. Vous êtes parti de Radisson. Vous nous avez ramené aussi à British American Tobacco. Aujourd'hui, vous avez parlé aussi de l'aéronautique. Vous nous avez ramené dans des multinationales et aujourd'hui, vous êtes basé à Dubaï, à l'international. Vous êtes à la croisée
des HR au niveau global. Merci beaucoup, M. Ndao, de la profondeur et de l'ouverture que vous avez par rapport au leadership et au développement des soft skills à travers les grandes organisations et à travers les PMO locales. Donc, avant de donner la parole à Mamadou pour les 2 questions et de faire le rapport, parce que nous avons fait le tour de la question, j'aurais aimé quand même revenir sur des aspects qui ont été inscrits dans notre tableau par un de nos experts, M. Diouf, qui est venu pour nous dire que la coopération, la collaboration, la coordination, l'ambiance et le climat social, la valorisation, la responsabilisation et l'autonomisation participent de la conservation sont des soft skills qui accompagnent la confiance en soi, l'effet Pygmalion et la confiance aux autres, le développement personnel. Merci beaucoup, M. Diouf, pour la profondeur des idées. Je pense que comme nous avons tout enregistré, nos chercheurs en RH vont aller creuser toutes les assertions et toutes les contributions. Nous avons une copie déjà de ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vais revenir aux 2 questions qui avaient été posées. La question de Dr Anne, relative donc aux soft skills à développer. Parce que est-ce que les soft skills d'aujourd'hui, comment se mettre devant une situation de préparer les soft skills dont on aura besoin demain? Quels sont les types de soft skills dont on aura besoin demain? Nous avons aussi M. Fassa qui pose son équation sur la GRH, avec GRH égale acquisition plus conservation plus développement. Et il demande à M. Diallo de répondre à ces questions-là. Donc, M. Diallo, vous avez la réponse à ces 2 questions. Avant de faire votre dernier mot, nous allons faire un rapport de 2 minutes et nous allons libérer les gens. Parce qu'on avait dit de 15h à 16h30, 16h15, nous sommes à 16h51. C'est parce que nous avons reçu le gros gâteau, chocolat et vanille, mais nous avons un série sur le gâteau. Il y a Biram Daou qui est venu aussi et qui nous a gâtés. M. Diallo, vous avez la parole. Donc, merci, M. Gay. Je vais commencer par la question donc, de Fassa, donc, qui demande ce que je propose aujourd'hui par rapport à la conservation. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, les typologies ont changé. Et dans la mesure où les typologies ont changé, il faut nécessairement un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme passe par quoi? Par le fait de pouvoir valoriser chaque individu au sein de l'organisation. Quand je dis valoriser, c'est énormément entre les juniors et les seniors, parce qu'on sait que les conflits de génération, ce sont des choses qui sont prépondérantes. Et quand on parle de conservation, c'est la conservation des juniors. Les seniors, ils sont presque partis. Et donc, il faut changer de paradigme dans la manière de les faire interagir. Et pour cela, donc, j'invite donc à ce qu'on appelle le reverse mentoring à son application au sein des organisations. Que quand on a des jeunes quand on a des juniors et des seniors, que chacun puisse comprendre que l'un peut m'apporter quelque chose de la même manière que l'autre aussi peut m'apporter quelque chose. Le jeune aujourd'hui, quel que soit son niveau d'expérience qui est faible, a quand même une meilleure appétence dans tout ce qui est utilisation des nouvelles technologies. Et on sait qu'aujourd'hui, les seniors ont énormément de mal avec ça. Donc, le fait de les mettre dans le cadre d'un reverse mentoring permettrait à ce jeune-là de faciliter l'acquisition de connaissances dans l'utilisation de ces nouvelles technologies ou de tout ce qui est mobile. Donc, au senior, et le senior va partager avec lui l'ensemble de son expérience et chacun pourra bénéficier donc de cette expérience. Il faut aussi, chez les seniors, développer ce qu'on appelle la pédagogie du transfert des connaissances. Il faut les valoriser énormément de sorte à ce qu'ils puissent être enclins à partager ce qu'ils... Parce que si au niveau de l'organisation, les managers, les RH passent leur temps à vous dire ah, vous êtes des poids morts, donc on va bientôt vous laisser partir, etc. De toute façon, voilà, vous êtes près de la retraite, etc. On ne les valorise pas. Mais ils vont partir avec ce qu'ils savent. Et ce qu'ils savent, malheureusement, c'est dans leur tête. Et on ne pourra pas le restituer. Et donc, développer la pédagogie du transfert à leur niveau permettra de faciliter l'acquisition de connaissances par les jeunes, donc un meilleur onboarding, donc une meilleure prise en charge de leur fonction primaire et
c'est ça qui permettra donc de les conserver davantage au niveau des organisations. On va passer à aussi ce qu'on appelle le talent to value. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé énormément donc de ces matrices de gestion des talents, de ces matrices de gestion des compétences, mais ça va bientôt devenir caduc. Et ça va bientôt devenir caduc. Pourquoi? Parce que c'est la dimension valeur qui prend de plus en plus de l'importance. Et ça veut dire quoi d'un point de vue RH de manière stricte? C'est que quand on est dans nos organisations, c'est vrai qu'on a des positions qui sont clés dans les organisations qu'il nous faut identifier pour pouvoir, dans ces positions clés-là, conserver les gens qui sont là-bas de sorte à ce que ça ne puisse pas avoir un impact négatif sur la pérennité de l'organisation. Mais pour le faire, il faut qu'on identifie les personnes clés. Il ne s'agit pas juste d'identifier les positions clés, mais au-delà de l'identification des positions clés, de la même manière qu'on prend soin de ces positions clés, il faut prendre soin aussi de ces individus clés. Et en termes de rémunération, quand on dit que quand on passe d'une position à une autre, on est à peu près dans les statistiques donc sur 30% supérieur en termes de rémunération, avec donc une moyenne de 15% ou une médiane de 15%. Et quand on passe à la rémunération des talents, on ne peut pas les mettre dans cette fourchette-là. Il faut quelque chose de plus pour eux. Et un 10% supplémentaire pour aller vers 40% ne serait pas négligeable pour les conserver. Il faut aussi, dans les modes d'interaction et dans la manière de communiquer avec les jeunes, aller vers ce qu'on appelle le serious game. Donc, les jeunes d'aujourd'hui sont une mine connectée. Donc, il faut qu'on les amène vers ce qu'ils savent, ce qu'ils apprécient, ce qui est leur quotidien, pour pouvoir davantage les conserver. Et enfin, pour terminer par rapport à ta question, Fassa, faire vivre la trilogie connaissance, valeur et agilité. Et en mon sens, si on le fait vivre, on arrivera à conserver les jeunes au niveau donc des organisations. Donc, pour répondre maintenant à la deuxième question en termes de temporalité donc, du doyen Anne, donc les soft skills d'aujourd'hui ne seront pas les soft skills de demain, c'est vrai. Donc, mais ça, en tant que RH et nous, managers, leaders en général, pour y arriver ou pour pouvoir les identifier, on doit énormément travailler sur la prospective. Et cette prospective nous amènera à identifier que une des soft skills qui seront importantes demain, c'est la créativité. Pourquoi? Parce que le monde va évoluer, le monde va changer à une vitesse vertigineuse. Et pour ça, on doit avoir une capacité à critiquer, à raisonner. On doit plutôt avoir une capacité à imaginer et à concrétiser des solutions nouvelles en dehors des standards. Quelqu'un aimait bien dire « be in the box ». Think outside the box. On a des standards, on a des procédures qui sont mises en place. Même les documents juridiques qui sont mis en place, ce sont des référentiels. Mais il arrive des situations où ces documents-là sont insuffisants pour trouver des solutions à nos problèmes. Donc, on doit penser au-delà des standards, penser au-delà des procédures pour arriver donc à trouver des solutions à nos problèmes. Et pour cela, il faut énormément de créativité. Il faut une pensée critique. Donc, notre capacité à critiquer, raisonner dans des processus et des arguments qui sont en général rationnels. Énormément de rhétorique, donc notre capacité à construire et à déclamer des discours qui sont efficaces. Et pour ça, nous avons des écoles qui nous permettent de pouvoir le faire. La négociation avec la dureté ou la cherté de la vie, avec la complexification de l'environnement, on va toujours avoir à négocier donc avec les collaborateurs qui vont être de plus en plus exigeants. On va négocier avec les partenaires sociaux qui vont être de plus en plus exigeants. Dans une dimension RSE, on va négocier de plus en plus avec les parties prenantes au projet de l'entreprise. Donc, il nous faut développer nos capacités de négociation, mais une négociation raisonnée, parce que l'entreprise a des moyens qui sont limités, quelle que soit sa dimension. La gestion du temps, elle restera toujours prépondérante. Quel que soit le temps, il nous faut toujours la dimensionner. Il nous faut toujours mesurer notre rapport avec le temps pour être beaucoup plus efficace. Et enfin, et en dernier lieu, tout ce qui va nous impacter, ce sont les prises de décision. Et donc pour ça, on doit davantage affiner notre capacité à modéliser, évaluer et prioriser
de sorte à pouvoir prendre les meilleures décisions possibles, quelles que soient les circonstances. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mamadou. Merci beaucoup. Je pense que les réponses sont très détaillées. Il y a un seul élément sur lequel j'insiste, c'est quand vous dites que la gestion du temps est un élément qu'il faut conserver, un élément important dans, n'est-ce pas, le développement des soft skills et du leadership agile. Il y a aussi la communication que vous pensez qui reste important, la créativité et l'innovation, les fonctions disruptives, ce que M. Diouf, Marie Diouf, l'un de nos experts, nous dit, et nous dit lui aussi, les ressources pour coopérer développent les relations de solidarité, le management de soi et autres. D'accord, la répartition des rôles et tous ces éléments dont il parle. L'expérience collaborateur, en plus des ressources pour progresser, développe l'esprit critique, critical thinking, la stratégie d'apprendre à apprendre les capacités disruptives, participe au reformatage, non du formatage, mais du reformatage, qui crée les conditions de la créativité et de l'innovation. C'est extrêmement important de revenir sur ces aspects, parce que si vous regardez bien le développement de M. Diallo, complété par le développement de M. Ndao ce soir, et avec les réflexions que nous recevons dans la plateforme de M. Diouf, notre expert aussi, ce que nous comprenons, c'est qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, une phrase que j'ai lue des professeurs de Harvard, Wisdom is never taught. La sagesse n'est jamais enseignée. Vous pouvez tout enseigner, sauf la sagesse. La grande question, c'est comment enseigner le leadership. C'est très difficile d'enseigner le leadership. Pourquoi? Parce que le leadership, c'est des situations contextuelles, c'est des réalités organisationnelles dans le temps, dans un temps donné, dans un territoire donné, avec des réalités données. Ce que M. Diallo nous a montré et ce qu'il a vécu à Nestlé, ce n'est pas Sobowa, ce n'est pas Radisson, ce n'est pas Setter aujourd'hui, ce n'est pas ce que la fonction publique est en train de vivre avec M. Marie Diouf du moins. Ce n'est pas ce que M. Ndao est en train de vivre aujourd'hui à Dubaï. Et c'est parce que les organisations vont vivre demain. Donc, nous vivons des situations actuelles, mais pour aller vers l'avenir, nous allons reconstruire, nous allons déconstruire, nous allons faire de la destruction constructrice, nous allons détruire pour construire quelque chose de nouveau. C'est des paradigmes importants sur lesquels nous pensons. Ne dormons pas sur nos lauriers, ne pensons pas que les soft skills que nous avons aujourd'hui, c'est les soft skills qu'il faut développer pour demain. Ne pensons jamais que les processus RH que nous avons aujourd'hui seront les processus RH de demain. Donc, c'est une roue qui circule et c'est un cycle dans une spirale, ce qui fait que les choses évoluent, en même temps changent de manière dynamique et ça demande des comportements nouveaux, ça demande des capacités d'adaptation nouvelles, ça demande des façons de faire nouvelles, c'est des façons de se comporter et un mental et un mindset, comme les Américains le disent. Un mindset. We need to have another mindset in any context. Dans n'importe quel contexte, pour être agile, on doit avoir un autre esprit. Ça peut être un hard skill, ça peut être un hard skill, ça peut être un soft skill, ça peut être autre chose. Mais c'est de la sagesse qu'il faut avoir. Il faut aller vers demain en pensant hier, mais en vivant aujourd'hui. C'est dans cette roue-là que nous sommes, dans les RH. Les RH, c'est dans la perspective humaine. Les relations humaines, nous vivons dans des constructions sociales. Il n'y a pas d'arrêt et tout change. Donc, un très grand merci à nos experts. M. Diallo, très ravi d'avoir partagé ce webinaire avec vous ce soir. On vous a pris, à la place de 1h30, on vous a pris presque 2 heures de temps. Merci beaucoup à M. Diouf. Merci beaucoup à notre expert depuis Dubaï, M. Biram Ndao, et sa contribution importante. Merci beaucoup à Dr Anne de l'IDL qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons, mais qui accompagne aussi Subdeco et les cadres du pays dans la formation en anglais, du business English contextuel, tailor-made. Si vous avez des questions,
en anglais. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, docteur Anne est là avec l'UDN. Nous remercions M. Fassa, qui était derrière la cheville ouvrière avec la formation et les séminaires de Subdeco. M. Fassa, félicitations. Nous félicitons M. Cheikh Tidiane Samb, nous félicitons M. Papa Diallo, à qui d'ailleurs je vais donner le dernier mot sur ce webinaire-là. Je vais donner à M. Diallo, Pape Diallo, le dernier mot pour remercier, pour encourager, pour féliciter ce petit réseau qu'on a eu ce soir, à l'enrichir, à l'améliorer pour le bien du Sénégal et pour le bien, n'est-ce pas, des organisations nationales et internationales. Encore une fois de plus, merci beaucoup, M. Diallo, merci beaucoup, M. Diouf, merci beaucoup, M. Ndao et l'ensemble de l'auditoire. M. Diallo, je vous laisse le mot de la fin pour remercier nos spécialistes et remercier notre auditoire. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci, M. Gaye. Je commencerai par vous, M. Gaye, notre très cher modérateur. Recevez les vifs remerciements du groupe Subdeco Dakar parce que sans vous, nous ne pourrions pas avoir un panel aussi riche en échanges car vous avez su poser les bonnes questions et challenger nos panélistes afin qu'ils se fassent ressortir ce qu'ils avaient dans les tripes. Et ça a ravivé tous les participants. Mais également, je remercie M. Fassa, qui est le lead sur l'organisation des séminaires, qui gère le pôle séminaire de Subdeco, qui a pu nous trouver des panélistes de haute facture au nom de M. Mamadou Diallo et M. Marie Diouf, que je remercie vivement. Merci à M. Diallo et M. Diouf d'avoir accepté de partager votre temps qui est si précieux avec nous, groupe Subdeco, mais également avec nos participants pour un partage d'expérience afin de nous permettre de nous développer aussi bien en soft skills, mais aussi de renforcer nos capacités. Nous remercions également notre consultant externe depuis Dubaï, M. Ndao, qui a apporté des interventions pertinentes sur des sujets très pointus. Merci à lui aussi. Nous ne pourrions terminer sans pour autant remercier nos vaillants auditeurs. À chaque fois que rendez-vous s'est donné, ils se présentent pour partager avec nous. Et je dis et je réitère que sans eux, nous ne pourrions jamais tenir des webinaires. Ils sont le socle de notre réussite, quelle que soit l'aventure qu'on entend. Donc, vous recevez mes sincères ovations, vous, chers auditeurs. Merci et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre canal webinaire Groupe Subdeco pour d'autres thèmes aussi impactants et d'actualité pour le développement économique du pays, mais aussi dans le général, le développement de l'Afrique. Merci, M. Gaye. Merci, M. Diouf, M. Ndao, M. Diallo et M. Fassa. Merci. Merci à vous, M. Diallo. Et merci encore au groupe Subdeco. Allez, au revoir, à bientôt. Thank you so much, Mamadou. Merci Thank you bien so pour much. l'intervention. Mais merci à vous, merci. Beaucoup,